Manuel Bompard, que Jean-Philippe Tanguy ait dit une bêtise, qu'il soit impossible de rouvrir Fessenheim, je pense que ça vous attriste pas trop. Mais j'ai une question. Peut-on à la fois se passer du nucléaire, réduire les énergies fossiles et produire de l'électricité à la fois bon marché et assez abondante? Oui, bien sûr qu'on le peut. Mais là, en l'occurrence, vous avez donné un exemple sur Fessenheim, et je suis d'accord avec la démonstration que vous venez de faire et les sources que vous avez citées. Mais ce n'est pas la seule chose que le Rassemblement national a fait voter dans ce débat et qui n'a aucun sens. Le Rassemblement national a voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale un moratoire sur tous les projets de développement des énergies renouvelables du type éolienne, solaire, etc. Dans tous les scénarios que vous prenez, y compris les scénarios les plus nucléarisants. Donc, indépendamment du débat sur le nucléaire, tout le monde sait qu'aujourd'hui, si vous voulez respecter nos objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre, il faut doubler il faut multiplier un minimum par 2 la production d'énergie renouvelable. Donc, si vous décidez de décréter un moratoire, c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe sociale, puisque c'est 100 000 emplois qui sont menacés directement. Est-ce qu'il est réaliste de se passer du nucléaire? Mais bien sûr qu'il est réaliste de se passer du nucléaire, et en tout état de cause, le nucléaire aujourd'hui n'est pas la solution pour répondre dans les 10 ou dans les 15 ans qui viennent à la nécessité de réduire nos émissions et de baisser le recours aux énergies carbonées, parce que, y compris les nouveaux projets de nucléaire dont on est en train de parler aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ne rentreraient en vigueur qu'à partir de 2045 ou de 2050. Donc, quel que soit votre point de vue sur le sujet, ceux qui pensent qu'il faut des nouveaux projets nucléaires, ceux qui pensent qu'il ne faut pas des nouveaux projets nucléaires, dans tous les cas, il n'y a pas de solution pour faire en sorte de pouvoir répondre aux besoins énergétiques du pays sans le développement des énergies renouvelables. Merci beaucoup. On va commencer par parler de la situation internationale. Et Camille, vous vouliez montrer à Manuel Bompard la une de Libération. Oui, la une de Libération ce matin, la loi du plus Trump. On peut le regretter. J'imagine que vous condamnez la manière dont Donald Trump mène sa politique internationale. Mais cette doctrine presque, on pourrait appeler, de la paix par la force, employée par Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous êtes obligé de reconnaître que d'une certaine manière, elle est efficace? Non, évidemment qu'elle n'est pas efficace. D'ailleurs, il y avait ce matin des informations des services de renseignement américains qui contredisaient d'ailleurs les propos de Donald Trump lui-même et qui disaient que les bombardements américains en Iran avaient au mieux retardé le développement du nucléaire iranien. C'était l'objectif officiel de quelques mois. Mais le cessez-le-feu est une réalité aujourd'hui. D'accord, non mais madame, le cessez-le-feu est une réalité, mais heureusement que ceux qui ont bombardé, quand ils arrêtent de bombarder, ça produit un cessez-le-feu. Bon, mais est-ce que c'est Il y avoir une escalade, il n'y avait pas forcément un cessez-le-feu au bout de 12 jours. Bien sûr, d'ailleurs, il y a eu des éléments d'un début d'escalade. Je rappelle que hier, l'Iran a bombardé une base militaire américaine au Qatar. Et que ça aurait pu produire ensuite de nouveaux rebondissements. C'est vrai qu'il y a un conflit entre Donald Trump et l'agence que vous citez. Vous avez décidé que c'est l'agence qui a raison. Mais c'est pas que j'ai décidé que c'est l'agence qui a raison, c'est que c'est pas seulement cette agence de renseignement qui le dit. Là, à peu près l'ensemble des experts sur le sujet disent que la solution, si aujourd'hui vous voulez endiguer le développement du nucléaire iranien, c'est une solution diplomatique. Et d'ailleurs, ça ne vous a peut-être pas échappé que dans le passé, il y a quelques années, il y avait un accord sur le nucléaire iranien. Dont Donald Trump est sorti. Que cet accord était amplement respecté, totalement respecté par la partie iranienne. Tout le monde le dit. Et que Donald Trump, lors de son premier mandat, a décidé de manière unilatérale de quitter cet accord. Ensuite, quand vous dites il y a un cessez-le-feu... Il y a un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, mais je vous rappelle que l'Israël continue de massacrer aujourd'hui à Gaza, et j'ai pas l'impression que... Oui, mais là, là, on parlait de l'effet Trump. J'ai bien compris, je ne fais pas le reproche à rien, mais je dis juste que la solution de la déstabilisation et les actions inacceptables dans la région ne se sont malheureusement pas arrêtées avec ce cessez-le-feu. Aujourd'hui, c'était donc aussi la réunion à l'OTAN avec cette exigence de Donald Trump. Je peux reposer une question sur... Allez-y, c'est votre émission. Sur l'Iran. Un Iran... Enfin, est-ce que le monde est aujourd'hui dans une situation plus dangereuse, quel que soit le taux de perte de l'énergie nucléaire iranienne? Le monde est-il aujourd'hui dans une situation plus dangereuse qu'il ne l'était il y a 12 jours? Oui. Pourquoi? Parce que un principe de base, les règles du droit international ont été affaiblies. Ça n'a pas commencé là, évidemment.
Quand Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine, il a mis un coup au droit international, puisqu'il a violé une frontière, c'est une violation du droit international. Et ça rend le monde plus dangereux. Quand Israël, évidemment, parce que c'est donc la loi du plus fort, c'est donc le fait que, en fait, qui que ce soit peut faire ce qu'il veut, et il n'y a plus de règles de droit international, il n'y a plus d'organisation des Nations Unies pour dire non, stop, ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Et donc oui, évidemment qu'à moyen terme et à long terme, ça déstabilise les règles. Un Iran affaibli, quel que soit le taux d'affaiblissement, c'est pas un progrès. Mais si vous voulez affaiblir un pays, quel qu'il soit, pardon, mais on ne l'a jamais fait. Je crois qu'on ne l'a jamais fait par la force. Je pense qu'il faut le faire par la diplomatie. Si vous voulez, je veux dire, moi, ma préoccupation, elle est de faire en sorte que, par exemple, le monde soit moins nucléarisé. Et donc, il y a un traité qui est un traité de non-prolifération nucléaire. Bon, il faut faire en sorte que ce traité soit respecté par tout le monde. Et l'histoire, les dernières années ont démontré qu'on obtenait le respect de cet accord par la diplomatie. En faisant ça, peut-être que le développement du programme nucléaire iranien a été ralenti. Mais le pouvoir iranien aujourd'hui, s'il n'y a pas de droit international, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, il faut que je dispose du moyen de pouvoir obtenir une force de dissuasion. Et donc, à mon avis, au contraire, ça va plutôt l'encourager à développer encore plus rapidement son programme. Donc, c'est, à mon avis, y compris de ce point de vue-là, une mauvaise logique. Je vous présente mes excuses pour cette interruption et je vous redonne la parole. C'est passionnant, Gilles. On avait besoin d'avoir ces précisions. Allez-y, sur la réunion du jour, je crois. La réunion du jour, l'actualité du jour, on peut y aller sur le sommet de l'OTAN et donc cette exigence de Donald Trump que les pays européens montent leur budget de défense à 5% de leur PIB. Je vous propose qu'on écoute Emmanuel Macron qui justifie l'importance de cet engagement du budget de défense français. Après la Géorgie, après la Crimée, la guerre d'agression de février 2022 a très clairement permis d'identifier cette menace dans la durée. Et c'est ce pourquoi, au fond, nous nous réarmons tous, parce qu'il y a cette menace à nos frontières. Et donc, c'est pourquoi nous souhaitons que, en effet, la guerre d'agression russe en Ukraine demeure une préoccupation, la préoccupation principale des Européens. Elle est celle qui justifie ce réarmement dans la durée, parce qu'il y a cette menace qui perdurera. Mais il y a aussi la volonté que nous avons ici réaffirmée d'agir ensemble et de manière partenariale pour arrêter cette guerre. Manuel Bompard, nous réarmons tous, nous devons nous réarmer. Il a raison, Emmanuel Macron, de dire on va augmenter très considérablement, parce que 5% du PIB, c'est énorme, le budget de défense. Non mais d'abord, je suis stupéfait, je vais vous dire, par le fait que le président de la République prenne aujourd'hui la décision au nom du peuple français, sans aucun débat, sans aucune consultation à l'Assemblée nationale, de dire que désormais nos dépenses militaires vont passer à 5% du PIB. 5% du PIB, c'est une augmentation du budget de la défense en France équivalent à peu près à 100 milliards. Ça sera dans des budgets. Ça sera dans des budgets. Attendez. Non, mais vous dites sans aucun débat. Pour l'instant, il a pris un engagement. D'accord, mais ça sera dans des budgets tous les ans que vous serez appelé à voter. Attendez. On va y venir. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On va y venir si vous voulez. Pour l'instant, les budgets, on ne les vote pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a quelque chose qui s'appelle le 49.3. Oui. Donc, ne me dites pas qu'il va y avoir une démocratie parlementaire parfaite sur ce sujet. Emmanuel Macron vient de dire la France va consacrer 5% de son budget, 5% de son PIB, d'ici au budget 2035. de défense. D'accord, par an. C'est-à-dire augmenter les dépenses militaires en France de 100 milliards d'euros. C'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. À horizon 2035, qu'on dépense 2 fois plus, c'est-à-dire 2 fois le budget de l'éducation nationale. Mais qui sont, il est vrai, des dépenses énormes. Non mais premièrement. Deuxièmement, il ne le fait pas parce qu'on aurait estimé que nos besoins sont de X% du PIB ou de Y% du PIB. Il le fait pour répondre à l'injonction et à l'ordre que Donald Trump lui a donné. Bah si, excusez-moi. Qui a dit il y a quelques mois, en gros, la condition que fixe le président américain pour continuer à jouer un rôle de protecteur des nations européennes, c'est que vous mettiez 5% de votre dépense. Vous admettez que le président de la République a toujours été prévenu contre le danger que présente la force de Vladimir Poutine. Bernstein, excusez-moi, mais le chiffre de 5% du PIB... Et il vient de Trump, ça c'est vrai. C'est un chiffre qui vient de Trump et sur lequel le président de la République aujourd'hui vient de s'aligner totalement. Pourquoi 5% du PIB ? On doit dépenser ce dont on a besoin pour se défendre. On ne doit pas répondre aux exigences et aux demandes de Donald Trump. Enfin, je trouve ça stupéfiant, je vais vous dire sincèrement, que dans le débat public, j'ai l'impression qu'une séquence en chasse une autre. Quand il y a eu l'humiliation de Zelensky à la Maison-Blanche, tout le monde s'en rappelle. Il y a eu pendant des jours et des jours sur les plateaux de télévision le fait que ça devait être un électrochoc, que la France devait sortir de la tutelle américaine, qu'elle devait développer sa propre capacité dans le cadre de l'OTAN.
Enfin, pourquoi Donald Trump impose aux pays européens le fait de mettre 5% de leur budget de défense, de leur PIB, dans le budget de défense? Si on n'était pas dans l'OTAN, vous seriez d'accord? Pourquoi? Mais non, je n'ai pas dit que j'étais d'accord. J'ai dit qu'on doit évaluer ce dont on a besoin pour pouvoir se défendre, pas répondre à une injonction qui vient de l'extérieur. Pourquoi Donald Trump impose ce tribut? Parce que vous savez bien aujourd'hui qu'à peu près 50% des dépenses militaires qui sont faites en Europe, elles viennent abonder le complexe militaro-industriel américain. On achète des armes américaines. Exactement. Manuel Donc Bompard, en fait, Donald Trump il demande ça parce que c'est de l'argent qui va revenir pour l'industrie américaine. Mais sur cette phrase d'Emmanuel Macron... On a mieux à faire, non? Sur cette phrase d'Emmanuel Macron, nous devons nous réarmer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position de principe? Parce que c'est aussi sortir de la tutelle américaine. Mais c'est aussi avoir une autonomie de défense européenne. Mais madame, d'abord, si on veut faire une autonomie de défense européenne, on ne le fait pas dans le cadre de l'OTAN. Donc, à un moment, il faut choisir. Là, on est en train de parler d'une réunion de l'OTAN, dans lequel le président de la République fait cette annonce. Donc d'abord, ce n'est pas vrai. Non. Là, Camille vous parle l'idée. Vous voulez être indépendant. J'ai compris, mais attendez. Oui, mais je vous réponds. Mais excusez-moi d'essayer d'avoir un peu d'ordre dans mes idées. Peut-on à la fois être indépendant de Donald Trump et ne pas s'armer nous-mêmes? Mais on est déjà armés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, la France, elle bénéficie déjà, par exemple, elle a déjà la maîtrise de l'arme nucléaire. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Sans les États-Unis, on est assez armé. On bénéficie d'une force de dissuasion nucléaire qui permet de bénéficier quand même de quelque chose qui est quelque chose de majeur aujourd'hui. Mais ça ne sert pas à tout, la dissuasion. Non, mais ça ne sert pas à tout, mais ça sert quand même à quelque chose. Donc, moi, mon sujet, c'est pas il faut mettre 5% du PIB, 3% du PIB, c'est de dire comment ça devrait fonctionner normalement. Comment ça devrait fonctionner normalement? C'est qu'on évalue dans le débat public et dans le débat politique à l'Assemblée nationale nos besoins en matière de défense, et que, en fonction de mes besoins en matière de... Par exemple, je vous donne un exemple, Gilles Vincent, parce que j'ai l'impression que je ne vous convainc pas. Je vous donne un exemple. Si dans le débat, on dit, il y a une menace qui montre aujourd'hui, c'est les exigences, par exemple, en matière de cybersécurité. Bon, alors, on peut décider de consacrer un peu plus d'argent à développer notre protection en matière de cybersécurité. Mais d'abord, on part des besoins, et ensuite, on met les budgets qui permettent de répondre aux besoins, on part pas du budget. Manuel Bompard, pour être clair, parce que vous mettez des si, vous... Très concrètement, vous estimez que la défense française n'a pas besoin d'investir plus et que nous n'avons pas besoin d'avoir une armée française plus forte au moment où les États-Unis veulent se désengager? Non, je ne dis pas ça. Je suis y compris favorable à ce qu'on ait des budgets de défense et des budgets de défense y compris qui sont en progression, et c'est bien qu'ils soient en progression, mais je dis qu'on doit d'abord partir des besoins dont on a besoin, précisément, et ensuite ajuster les budgets qui y correspondent. Ouais, enfin, pardon, c'est la base, quoi. Parce que mais quand vous dites, sur tous les autres sujets, enfin, excusez-moi, mais si je venais vous voir et je vous disais, on va consacrer 5% du PIB au budget de l'éducation nationale, vous me direz, les militaires s'accordent à dire qu'on a besoin de systèmes de défense anti-aériens et qu'on a besoin de plus de tanks. Et que vous le vouliez ou pas, si par exemple, s'il y a par exemple une attaque russe en Lituanie ou à l'est de l'Europe, on ne va pas leur envoyer une bombe atomique. Il faut bien avoir les armements conventionnels pour essayer de répondre à ça. Parce que vous considérez que dans ce cas de figure-là, que évidemment je ne souhaite pas, et qu'à mon avis notre priorité ça doit être d'empêcher, c'est la France qui doit livrer les tanks et les chars qui vont servir à rentrer en guerre contre la Russie. C'est pas mon point de vue. Voilà. Moi, je ne suis pas pour que la France rentre c'est quand même pas, c'est pas la bombe atomique ou rien. Mais je dis pas que c'est la bombe atomique ou rien. Franchement, Gilles Bernstein, je vous ai donné des éléments d'explication et des éléments de réponse. Je trouve juste que la manière avec laquelle on essaye de présenter ce débat, alors qu'il y a 3 mois, on nous disait la priorité pour la France, ça doit être d'être autonome, de sortir de la tutelle américaine. Et aujourd'hui, on répond aux ordres de Donald Trump. Excusez-moi, c'est pitoyable. On trouvait que la logique de l'autonomie, c'était d'accepter que pour avoir moins besoin des États-Unis, d'accepter que la France on est en train serait de faire là, Gilles Bernstein. Mais j'ai pas dit ça. Bon, voilà. Donc moi je vous ai répondu. Allez, on va parler. Je n'étais pas opposé à l'idée que sur certains besoins qui sont identifiés, il y a davantage de moyens, mais pas qu'on sorte un chiffre comme ça qui veut rien dire juste pour répondre aux exigences de Trump. On va parler motion de censure parce que le conclave sur les retraites a échoué. Même si François Bayrou veut y croire encore. François Bayrou, allez-y. Non, mais je voulais pas vous couper. vous avez raison. Mais donc, sur cette motion de censure, François Bayrou veut y croire encore. Vous n'y croyez plus, vous n'y avez jamais cru de toute manière à ce conclave sur les retraites. Vous décidez donc de censurer le gouvernement. Question simple, à quoi bon pourquoi de nouveau censurer le gouvernement? On sait que cette motion de censure n'ira nulle part. Pourquoi vous dites ça?
parce que vous n'avez pas le RN. Le RN a dit qu'il ne voterait pas. Donc, ça ne va pas passer. Mais d'abord, vous n'en savez rien. La motion de censure, elle n'a pas encore été examinée. Sans doute qu'elle va être examinée en début de semaine prochaine. Et le 1er ou 2 juillet, mais vous espérez... Jusqu'au début de la semaine prochaine. Il appartient à chaque député de décider de son choix sur le vote d'une éventuelle motion de censure. Vous savez évaluer les forces politiques en présence. Elle a très peu de chances de passer cette motion de censure. Je sais à peu près évaluer effectivement les rapports de force. Et je sais par exemple qu'aujourd'hui, puisque... Apparemment, c'est les sondages qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui dans notre pays. Le sondage publié cet après-midi dit qu'une majorité des Français sont favorables à la censure de ce gouvernement, et y compris une large majorité des électrices et des électeurs du Rassemblement national. Donc moi, je dis que le vote de cette motion de censure va au moins avoir un mérite, madame. Il va au moins avoir un mérite. C'est de savoir si, oui ou non, le Rassemblement national est définitivement la béquille de la continuité de la politique de François Bayrou. Est-ce que, oui ou non, à cause du Rassemblement national, ce gouvernement continue à faire tout le mal qu'il fait au pays. Voilà, ça c'est quand même une information. Vous appelez le Rassemblement national à écouter ses électeurs. Non, je constate. C'est pas pareil, Gilles Bernstein. C'est ténu. Je constate. Voilà, je constate qu'aujourd'hui, vous avez un parti, le Rassemblement national, je vous l'avais dit, on a qui passe son temps à dire qu'il est dans l'opposition. Encore, vous avez cité M. Tanguy tout à l'heure, vous avez montré une image, qui fait un gouvernement qui fait n'importe quoi, à cause de qui les budgets les factures d'électricité vont augmenter, et qui s'apprête à maintenir le gouvernement en place à un moment. En donnant rendez-vous à l'automne, pour être totalement clair, en donnant rendez-vous à l'automne, et puis à l'automne, il donnera rendez-vous au printemps prochain. Bon, on la connaît. Voilà. Donc moi, pardon, mais je suis cohérent. Je combats la politique d'un gouvernement, j'essaye de le censurer. Question sur la censure. Quand bien même le gouvernement serait censuré sur cette histoire de retraite, est-ce que vous ne mentez pas aux Français en leur faisant croire que ça va changer quelque chose? Parce que si le gouvernement est censuré, il y aura un autre gouvernement qui ressemblera. Au lieu de François Bayrou, vous aurez Sébastien Lecornu, par exemple. Peut-être. Est-ce que pour autant, la réforme sera abolie? Non. J'ai jamais dit qu'elle serait abolie. Pourquoi vous dites que je mens aux Français? À quel moment j'ai dit que si le gouvernement était censuré, la réforme serait abrogée? Alors à quoi ça sert? Mais ça sert à faire tomber un gouvernement qui refuse que les députés votent, par exemple. Peut-être qu'un autre gouvernement permettra au moins... C'est plutôt ça qui devrait vous indigner. Il y a une majorité de députés aujourd'hui qui sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. Il y a eu le vote d'une résolution qui n'était pas l'abrogation elle-même, qui était un texte symbolique, qui a été voté il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, qui a fait la démonstration qu'une majorité des députés à l'Assemblée nationale sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. Et ça fait 1 an qu'on essaye d'avoir un vote sur l'abrogation de la réforme des retraites et qu'on ne peut pas l'avoir. Ça, c'est quand même un peu choquant, non? En démocratie, la moindre des choses, c'est peut-être que les députés puissent voter. Qu'est-ce que vous en pensez? Une démocratie, c'est quand même, on élit des représentants du peuple, et puis après, les représentants du peuple, ils peuvent voter. Donc moi, je suis pas en train de vous dire que faire tomber le gouvernement permet d'obtenir automatiquement l'abrogation de la réforme des retraites. Ce que je sais, par contre, c'est que ce gouvernement, il empêche d'obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. Donc on aura avancé. Et puis quand vous fixez des lignes rouges, et quand... parce que ça, c'est l'autre sujet. Vous disiez la même chose avec le gouvernement Barnier. Là. Vous avez eu le gouvernement Bayrou. Il n'y a pas eu plus d'abrogation. Je vais vous dire la différence entre vous. Il n'y aura pas plus d'abrogation. Je vais vous dire la différence entre vous et moi, M. Bernstein, c'est que moi, quand j'ai un objectif politique, obtenir l'abrogation de la réforme des retraites, parce que c'est le mandat que m'ont donné les électrices et les électeurs, moi, je lâche pas l'affaire, même s'il faut faire tomber 2 gouvernements, 3 gouvernements, 4 gouvernements pour l'obtenir. S'il faut en faire tomber 4, on en fera tomber 4. Vous l'obtiendrez pas. C'est simple. Vous l'obtiendrez pas pour autant. Je ne sais pas si je l'obtiendrai pas, parce qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir que dans ce pays, on écoute la parole du peuple, on fasse vivre un peu la démocratie. Quand il y a une majorité des électrices et des électeurs, une majorité, voire l'unanimité des organisations syndicales et une majorité des députés qui sont pour l'abrogation d'une réforme, peut-être qu'on pourrait obtenir l'abrogation de cette réforme. On pourrait. Mais vous êtes là et vous acceptez l'idée. Mais je dis pas ça. Je dis que moi, je l'accepte pas. Vous l'acceptez, moi non. C'est vous le député. Vous connaissez les rapports de force à l'Assemblée nationale. Et je sais donc qu'il y a une majorité de députés qui sont favorables à l'abrogation de cette réforme. Pour terminer juste sur ce point de la motion de censure, il y a les socialistes qui ont dit qu'ils étaient d'accord cette fois-ci. Le nouveau Front populaire et de nouveau en vie renaît de ses cendres. Il y aura une motion de censure manifestement votée par l'ensemble des députés de gauche. Et je m'en réjouis, puisque ça fait 6 motions de censure que nous avons déposées. Et ça veut dire que vous pourriez de nouveau travailler ensemble? Mais quand il s'agit de censurer le gouvernement, on travaille évidemment ensemble. Justement. Mais attendez, d'abord, parce qu'avant de passer à l'étape suivante, si vous voulez bien, il y a eu 6 motions de censure que nous avons déposées. Le Parti socialiste n'en a voté aucune. Est-ce qu'à un moment, avant de passer à l'étape suivante, on peut faire le bilan de la non-censure? Parce que, je veux dire, le Parti socialiste n'a pas censuré le gouvernement. N'a pas censuré le gouvernement en disant, en ne censurant pas le gouvernement, on va obtenir un meilleur budget, puis on va obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. On n'a pas un meilleur budget. On n'a pas un meilleur budget. Bah oui, enfin peut-être c'est bon. Peut-être que vous voulez passer à autre chose, mais moi je trouve que c'est important que les gens à qui le Parti socialiste a dit, regardez, grâce à notre action, on va obtenir des choses géniales, se rendent compte que ce n'est
pas le cas, ça me paraît quand même important. Manuel Bompard, vous dites donc pour les socialistes pari raté. Justement, ça amène sur une question de votre stratégie électorale à vous. Autre une sur laquelle je voulais vous faire réagir, la une du 1 aujourd'hui, qui est consacrée à Jean-Luc Mélenchon avec ce titre « L'homme le plus contesté de France ». Et cette question, Mélenchon, figure clivante, force ou faiblesse. Et il y a à l'intérieur une enquête qui n'a pas dû vous échapper, j'imagine, de l'Ipsos commentée par Brice Teinturier. L'enquête de l'Ipsos. Oui, mais alors, vous allez voir, moi, en tout cas, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue dessus, Allez-y. qui parle de la dégradation de l'image de Jean-Luc Mélenchon. Et avec, je vais vous donner 2 chiffres, on va Allez-y, faire madame. rapidement. 26%. Après, je vous en donnerai 2 mots aussi. D'accord, très bien, comme ça on se répond des chiffres. 26% seulement des Français estiment que la France insoumise est capable de gouverner aujourd'hui. C'est 6 points de moins qu'il y a un an. Autre point qui peut peut-être plus vous inquiéter, vous allez nous répondre sur la polarisation, en fait, et sur les conséquences sur l'image de Jean-Luc Mélenchon. Dans ce même sondage, la dangerosité qui est prêtée à votre formation, 63% considéraient que la France insoumise constitue un danger pour la démocratie. Comment vous réagissez à ces chiffres ? Est-ce que vous dites qu'il y a eu une erreur aussi dans votre stratégie politique pour qu'aujourd'hui, les Français aient ce regard-là sur vous ? Alors, c'est une enquête de l'Ipsos, madame, c'est ça ? Mhm. Alors, regardez, l'Ipsos, à 18 mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, disait que Jean-Luc Mélenchon allait faire 8% des voix. Et puis l'Ipsos, à 2 jours du vote du premier tour de l'élection présidentielle 2022, pour aller vérifier mes chiffres, il y a un vrai ou faux, disait que Jean-Luc Mélenchon allait faire 17,5% des voix. Puis finalement, le jour du vote, Jean-Luc Mélenchon a fait 22% des voix. Donc, je calque pas vraiment ma stratégie. Vous balayez ça de revers de la main ? Il reste Oui, mais moi, répondez sur le balayez fait. ça Je suis en train de répondre. le Si je réponds très précisément, je calque pas tout à fait ma stratégie politique sur les sondages de l'Ipsos. Et heureusement, parce que sinon, je ferais beaucoup d'erreurs. Pour le reste, madame, qu'est-ce qui est dans notre programme ? Qu'est-ce qui est dans les votes que nous faisons à l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qui sont dans les positions politiques que nous défendons ? Qu'est-ce qui est un danger pour la République ? Rien. Donc ça, c'est une campagne de dénigrement médiatique qui fait peut-être ses effets auprès des gens qui sont sondés par l'Ipsos, mais qui, je crois, fait pas ses effets, vous savez, dans le peuple français. En tout cas, je le crois pas, parce que quand le peuple français est amené à voter, eh ben, ces dernières années, il a plutôt voté de manière assez intéressante pour la France insoumise. Et j'espère qu'il va continuer à le faire et qu'on va continuer à progresser. Merci beaucoup, Manuel Merci à Bompard. vous.